Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Coup de théâtre au Niger le 26 juillet dernier, un coup d'État de la garde présidentielle. Mohamed Bazoum, élu en 2021, est écarté du pouvoir. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est mis en place pour la transition. Et à cette tête, le général Abdourahmane Tchiani. Pour certains observateurs, il est juste question d'un énième coup de force en Afrique, dans un pays déjà habitué à l'instabilité politique. En effet, depuis son indépendance en 1960, c'est la 5e fois que le pays est en proie à un coup d'État, et même la 2e fois que Mohamed Bazoum est visé par un putsch. En effet, en mars 2021, soit un mois après son élection, une tentative de prise de pouvoir illégale par des éléments de l'armée du pays est déjouée. Cela dit, pour les spécialistes de l'Afrique, l'instabilité politique du Niger est imminemment liée à l'échiquier politique international. Ce coup de force déchaîne les passions dans le monde, pour ne pas dire qu'en Afrique. Les condamnations de la communauté internationale s'enchaînent et au même titre d'ailleurs les événements, allant jusqu'à faire planer des menaces d'une guerre interafricaine. Et pour cause, la CEDEAO, soutenue par la France, envisage une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur le Niger, le pays des terres rares en proie de devenir la nouvelle poudrière du Sahel. Et pour en parler et apporter un éclairage, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jonathan Betangen, spécialiste des questions africaines, qui nous rejoint depuis Douala, au Cameroun. Bonsoir Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Timan, je vais juste apporter une précision. Je suis à Bangui, en République centrafricaine, où nous avons assisté au référendum le 30 juillet dernier, accompagnant le peuple centrafricain dans la défense de sa souveraineté. Ben, on en parlera, j'espère, dans une autre émission, parce que ça aussi, il y a des enjeux cruciaux autour de ce scrutin-là. Je serai aussi accompagné de Gamel Abina, journaliste et observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina et bonsoir à Jonathan Betangen avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de débattre. Avant d'entamer cette émission, il y a, je pense, un point qui s'impose pour nous. Et je commence avec vous, Jonathan. Jonathan, qui est Mohamed Bazoum? On parle de ce coup d'État, on parle de l'importance du Niger aujourd'hui au Sahel. Mais qui est Mohamed Bazoum? Mohamed Bazoum, si vous regardez son curriculum vitae, c'est un acteur politique nigérien très controversé. Il a commencé ses carrières politiques dans les milieux de l'insurrection. Il a été aux côtés des rebelles au niveau de la Libye. Il a servi dans la rébellion au Mali. Il s'est retrouvé ensuite au Niger, où il a finalement posé ses valises. Il était de la délégation des négociations pour la paix en 92, avec en face le président Amadou Toumani Touré, le défunt président du Mali. C'est donc un homme politique au parcours très atypique qui a réussi à se frayer un chemin dans la classe politique nigérienne, avec bien sûr, quand on se renseigne, les concours du service action de la DGSE française. Il a été au sein de l'appareil politique nigérien d'abord un élément de liaison entre les services spéciaux français et les services nigériens, puis il a été sollicité pour remplacer Mamadou Issoufou, qui a facilité son accession à la Il l'avait désigné comme dauphin avant les élections de 2021, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Qui, quand vous écoutez les renseignements avisé sur la question, était effectivement le choix de la France pour remplacer Mamadou Issoufou, parce qu'il fallait conserver la mainmise sur les juteux contrats sur l'uranium nigérien. Donc, il était dans la continuité
de Mahamadou Issoufou. Il a continué d'ailleurs, et il a d'ailleurs instauré ce qui a créé certainement une fronde au sein de l'armée. Il a organisé une purge des militaires qui voulaient un changement de cap. Il a comme ça modifié plusieurs fois l'état-major des armées. On se souvient, la dernière en date, c'était le changement du patron de la gendarmerie, le deuxième d'ailleurs. En quelques années, c'était un peu un changement de trop. Et les militaires nigériens, il les a mis en difficulté même en 2021, lorsque les militaires français avaient tiré sur les populations dans la ville de Terra. Et on l'avait vu plutôt soutenir les militaires français et limoger son patron de la gendarmerie. C'est donc un homme politique qui avait perdu sa crédibilité au niveau du Niger par un ensemble d'actes qui montraient qu'il n'était plus au service de l'État nigérien. Et le clou de l'histoire, c'est cette déclaration fameuse il y a quelques mois, lorsque, s'exprimant sur la nécessité de réformer le G5 Sahel et de s'entourer de l'expertise de l'OTAN, il venait dire que, en fait, les terroristes sont beaucoup plus armés que les forces entraînées par la France que lui-même il présidait. C'était comme une injure à l'armée et c'était comme une manière de dire: je vous envoie à la bataille sans véritablement vous doter de matériel, je vous envoie à la bataille comme de la poudre, de la chair à canon, et derrière, j'ai plutôt besoin du soutien des Français. Il faut aussi préciser que Mohamed Bazoum, c'est quand même un homme qui, ces derniers mois, avait davantage une garde constituée de Soudanais que de Nigériens. Une sous-traitance, bien sûr, qui s'était faite avec la bénédiction de Paris. Et là, on parle bien sûr le clin d'œil au niveau du Soudan. Très bien, merci pour cet éclairage, Jonathan. Je passe à vous, Gamel Abina. Depuis l'indépendance du Niger, il est en proie à l'instabilité politique de façon quasi systémique. Pourquoi et surtout, quel est le rôle de la France et des autres puissances dans cette instabilité ? Si vous voulez une idée assez précise, la France a donné l'indépendance au Niger comme à beaucoup de pays africains, donc un don qui n'a pas été gratuit, en 1960. Donc le Niger fait partie de ces pays qui ont été mis dans le même package que De Gaulle voulait voir sous contrôle économique sans avoir un contrôle direct politique, bien que les hommes qui étaient à la tête de l'État étaient systématiquement choisis par l'ancienne puissance coloniale. Le Niger, c'est 2,5 fois la France, 1 267 000 km². C'est un pays qui est extrêmement pauvre parce que maintenu sous la pauvreté alors qu'il est riche en sous-sol. Il a de l'uranium, on le sait, il y a aussi beaucoup de pétrole dans le nord comme dans le sud. Il y a surtout des zones de considérables d'or qu'on vient de découvrir récemment, depuis une dizaine d'années. Mais le Niger, c'est un pays qui fait partie de ces pays sahéliens qui sont confrontés à ce qu'on appelle l'axe terroriste. Donc simplement les différents groupes djihadistes qui se sont repliés à la suite de la destruction de la Libye. Alors pourquoi est-ce que le Niger est en proie à tout cela? Parce que c'est un pays très riche potentiellement, mais qui est très pauvre dans les faits. Riche parce que leur sous-sol est très riche, mais c'est exploité par des compagnies étrangères dans lesquelles le Niger n'a pas voix à la parole. Il ne donne pas le prix de l'uranium, il ne fixe pas les conditions de revente, il ne bénéficie que de très peu de retour sur investissement. Ça aussi, est-ce que c'est en lien direct avec les accords coloniaux signés entre la France et beaucoup de pays sahéliens, notamment le Mali ou encore le Burkina Faso? Alors le lien direct, c'est déjà le franc CFA. On commence par mettre une laisse à ces pays-là en donnant une monnaie de singe qui ne vaut rien. Je donne un rapport direct, 1 500 €, c'est 1 million de francs CFA. Donc vous n'avez aucun pouvoir économique, vous ne choisissez pas la valeur de la monnaie. Qui ne choisit pas la valeur de sa monnaie ne choisit pas la valeur de son économie. Ensuite et surtout parce que les compagnies étrangères comme Areva, qui s'appelle Orano aujourd'hui, contrôlent totalement les 3 grandes zones d'exploitation de ces minerais qui sont essentiels pour la France, qui c'est 30% de l'approvisionnement, ce fameux minerai qu'on appelle uranium. Et donc tout cela fait que le Niger est devenu un pays très pauvre. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui est le plus jeune au monde, c'est le taux de fécondité le plus élevé, 7 enfants par femme, mais surtout un pays où il n'y a pas de chemin de fer. Très peu de routes bitumées, très peu d'autoroutes, des aéroports, il y en a qui viennent d'être construits, mais très à la marge. C'est un pays qui est confronté, en étant stable depuis effectivement l'ancien président, il a duré 10 ans au pouvoir, une stabilité factice, puisque finalement, s'il y a un coup d'État aujourd'hui, c'est que peut-être il n'y a pas une telle popularité du nouveau président, et que Mohamed Bazoum, effectivement, s'est allié clairement sur les positions françaises. C'est un pays qui n'a même pas été capable de produire une armée parce qu'on lui interdisait d'avoir une armée équipée, alors qu'il voit que du côté Mali ou Burkina, eh bien, les Russes commencent à équiper l'armée et
leur donne la possibilité de se défendre, de pouvoir être efficace, de devenir souverain. C'est un pays dont la souveraineté économique n'existe pas. La souveraineté politique est totalement sous contrôle français, en l'occurrence, et la souveraineté, évidemment, géographique est très remise en question, puisque finalement, la zone des 3 frontières, dont on parle beaucoup... Hein, donc justement, sur l'aspect sécuritaire, on va revenir dans un moment. Je reviens vers vous, Jonathan. Depuis une dizaine d'années, le pays, le Niger, pèse sur beaucoup de dossiers régionaux. Je fais référence notamment à la ZLECAf qui concerne l'ensemble de l'Union africaine. Un quid sur ce regain diplomatique du Niger, Jonathan? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas dû au rayonnement diplomatique réel du Niger. C'est simplement parce que le Niger est utilisé comme un cheval de Troie dans la stratégie de la diplomatie française et otanienne, précisément, pour affaiblir les positions de certains États qui veulent s'émanciper justement de cette influence-là. Et de plus en plus, avec Mahamadou Issoufou, on a utilisé la diplomatie nigérienne dans le cadre de la reconquête de la zone sahélienne. Bazoum, quand il est arrivé, le président Mohamed Bazoum, quand il est arrivé, il a renforcé cette relation-là. On se souvient qu'il a même d'ailleurs accordé ses violons avec ceux des Nations Unies lorsqu'il fallait rapatrier la force Takuba et la force Barkhane en disant que le Niger allait être le point de recasement de toutes ces forces. C'est seulement le type d'État qu'on utilise parfois, sachant qu'il n'a, et c'est d'ailleurs une des définitions de Kwame Nkrumah de ce qu'on appelle une néocolonie, c'est-à-dire un État qui, en apparence, a les apparats d'un État normal, c'est-à-dire un drapeau, une devise et un ensemble des armoiries, mais derrière, sa politique étrangère, sa politique économique sont pilotées par des forces exogènes. Et c'est ce qui s'est passé avec le Niger. Le Niger était piloté directement par le Quai d'Orsay. C'est Paris qui prenait aux côtés du Quai d'Orsay et de la France, quelles sont les autres puissances qui sont influentes dans le pays? On sait qu'il y a des bases militaires américaines. Quelle est l'influence? La visite du secrétaire d'État américain il y a quelques mois. Quel est le poids des États-Unis et des autres puissances au Niger, Jonathan? Les États-Unis aujourd'hui sont carrément devenus les concurrents des Français au Niger. Il faut noter on va parler d'ailleurs du général Tchiani. Le général Tchiani est réputé très proche des Américains, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il était très très proche des Américains. Et les Américains ont carrément ces derniers temps livré une bataille aux Français pour davantage contrôler l'armée nigérienne. Au point où les Américains, quand ils ont obtenu la base aérienne qui est actuellement, je crois, dans la zone des 3 frontières, cette base aérienne leur a coûté près de 100 millions de dollars d'investissement. Et cette base militaire a été l'objet d'une controverse entre Paris et Washington. Washington qui venait de passer un message fort à Paris comme quoi le contrôle de l'espace aérien est désormais la chasse gardée des États-Unis. C'est les États-Unis qui, à partir du moment, déployaient les drones. Et on parle de la présence de 3 drones Reaper qui étaient dans cette base aérienne. Vous comprenez que ce n'est donc pas une base de moindre importance, c'est une base majeure pour la zone du Sahel. Pour les États-Unis, c'était une zone de projection parce qu'ils se disaient qu'à partir du Niger, ils peuvent facilement se projeter sur le Mali, ils peuvent facilement se projeter sur le Soudan, ils peuvent facilement se projeter sur les frontières de l'Algérie et éventuellement du Burkina Faso et du Tchad. C'est toute la stratégie états-unienne qui est engagée à ce côté-là. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont pesé de leur poids aujourd'hui sur le conflit soudanais. Et c'est pour ça en ayant comme point d'ancrage le Niger. C'est pour ça c'est pour eux un espace vital désormais. C'est pour ça qu'on voit aussi les États-Unis qui interagissent beaucoup sur ce coup d'État. Je passe à vous, Gamel. À la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, est-ce que vous pensez que ce coup d'État peut être finalement un bras de fer entre les puissances, bien plus qu'une crise politique purement et simplement?
Bon, on a compris que les États-Unis, qui ont placé d'ailleurs une base à Agadez, pour être très précis, c'est une base qui est plus à l'intérieur des frontières, pas loin des trois frontières, les États-Unis ont décidé de se déployer en Afrique avec cette fameuse base qui était une sorte de base interalliée qui permettrait de pouvoir articuler les différentes forces américaines dans d'autres bases. Et on a compris que les États-Unis sont en concurrence directe avec la France, dont ils voulaient depuis longtemps, c'est pas d'hier, ça fait au moins une quinzaine d'années, évincer les Français de territoires des anciennes colonies françaises parce qu'ils ont besoin de se répandre par de la soft power en jouant la carte du Commonwealth avec l'Angleterre, et puis simplement par des bases militaires parce que ces pays-là n'ont pas les possibilités de se défendre du point de vue américain. L'autre aspect, effectivement, la concurrence franco-américaine est là. Les Algériens sur le plan économique sont présents aussi, puisqu'ils exploitent le pétrole du nord du Niger qui est à la frontière algérienne, mais surtout, et c'est le plus important, les Russes commencent à arriver. On a bien compris quand il y a eu ce coup d'État que la population d'ailleurs l'a accueilli avec plutôt les applaudissements. On n'a pas vu de mouvement de contestation. Eh bien, les drapeaux russes sont sortis en premier pour remplacer le drapeau français. Donc, il y a effectivement des concurrences d'empire, surtout depuis un an, depuis la guerre d'Ukraine, et on se rend bien compte qu'avec la libération, j'appelle ça une libération parce que c'est des coups d'État qui sont souverainistes, qui sont mis en place, du Mali, du Burkina, effectivement différentes zones d'influence française. Aujourd'hui, c'est le 4e pays qui a un coup d'État. Le même discours est développé par les dirigeants. Nous voulons récupérer notre souveraineté économique, politique et faire en sorte que nos pays soient sécurisés par nos propres forces. Donc tous ces ancrages font que les États-nations, les grands empires qui étaient à la manœuvre à l'époque coloniaux, ou les nouveaux empires comme les États-Unis ou la Russie, veulent se positionner au Niger, mais il n'y a pas que, il y a beaucoup de monde qui interagit. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du panafricanisme et le discours commun de tous les dirigeants qui ont fait les coups d'État militaires dans la région, qui rappelle beaucoup d'ailleurs Sankara. C'est un discours panafricain qui dit nous devons nous solidariser, de preuve en est, le Mali et le Burkina sont prêts à aider le Niger contre ce coup d'État, et l'Algérie d'ailleurs a donné une position ferme de dire de ne pas intervenir militairement. Les Nigériens doivent être respectés dans leur choix politique. Justement, c'était sur le point sur lequel je voulais rebondir. Je passe à vous, Jonathan. Que pensez-vous de la position de l'Algérie, qui, je rappelle, est fidèle à ses principes de non-ingérence et des destinées propres au peuple aujourd'hui dans le Sahel? Effectivement, l'Algérie soutient le principe d'autodétermination, qui est un principe déjà défini dans la Charte des Nations Unies et réitéré par la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, ces principes-là fondent sa diplomatie étrangère. Sauf que actuellement, l'Algérie tient compte de l'enjeu nigérien. Vous savez, le Niger, c'est aussi une forte communauté touareg qui est en partage avec l'Algérie et le Mali. Et cette communauté a la particularité que chaque fois qu'il y a une tentative de déstabilisation de la zone, elle est facilement pénétrable par les forces exogènes qui utilisent les velléités sécessionnistes ou bien les velléités indépendantistes de quelques-uns pour produire un discours de nature à créer de la subversion. Donc l'Algérie est très regardante, surtout que c'est une zone du côté de la frontière avec le Mali qui sort d'une crise qui n'est pas encore totalement cicatrisée, et l'Algérie regarde avec un œil assez vigilant. Ce n'est pas pour rien que l'Algérie avait d'ailleurs créé cette force, je crois, le SECOMOF, qui regroupe 4 pays et qui devait lui permettre de déployer son influence dans cette région du Sahel. Maintenant qu'il y a une situation qui pourrait interpeller un autre pan de l'Algérie, c'est-à-dire une base arrière de soutien au mouvement souverainiste, mais surtout aux États ayant cette logique panafricaniste qu'a décliné tout à l'heure mon frère Gamal Abina. L'Algérie pourrait jouer le contrepoids, et nous encourageons l'Algérie à jouer cela, le contrepoids d'un État comme le Nigeria, qui est carrément devenu le pion avancé de la stratégie occidentale, surtout celle de l'OTAN, dans les menaces contre les États souverainistes. On avait vu ce Nigeria en 2010 instrumentalisé par la France et les puissances de l'OTAN pour attaquer l'armée ivoirienne. Or, si l'Algérie peut prendre position en soutenant la coalition qui est actuellement formée avec le Niger, entre le Niger, le Burkina, le Mali et la Guinée, et la Mauritanie, on pourrait avoir une inversion du rapport de force considérablement, et voir même un État comme la France qui joue un peu les va-t-en-guerre alors qu'on sait que c'est un État failli, avec un chef d'État qui cherche un 3e mandat,
Donc, on pourrait les voir commencer à rebrousser chemin ou bien à utiliser un discours de sortie de crise. Vous parlez de Jonathan, je vais vous interrompre. Pour un éclairage. Vous parlez justement de la France qui est en va-t-en-guerre, mais aussi la CEDEAO qui envisage sérieusement l'option de la violence. Mais quelles seraient les conséquences directes sur le Sahel, sur le Niger, sur le Mali d'une telle action que, rappelons-le, est condamnée par l'ensemble des panafricains et par bon nombre d'observateurs? Les conséquences seraient désastreuses pour la France, mais pas seulement la France, mais également un ensemble d'États, parce que figurez-vous qu'une attaque contre cet État, le Niger, qui est dans une logique souverainiste, sera une attaque au mouvement panafricaniste qui, lui, n'a pas une coloration simplement d'État. C'est un mouvement porté par les peuples. Et nous avons l'habitude de dire qu'il y a une CEDEAO des peuples et une CEDEAO des élites. Ça sera une remise en question en chaîne dans ces États-là de ces leaderships. Donc, ça pourrait, au lieu de simplement devenir un conflit au niveau du Niger, ça pourrait dégénérer en une sorte de conflits civils dans ces États et des révolutions en cascade. Est-ce que ça pourrait remettre en cause la légitimité de la CEDEAO qui a été mise à rude épreuve lors des sanctions imposées au Mali ou au Burkina? Tout à fait. Et pas seulement la remise en question de la légitimité, mais également de tous ces gouvernants va-t-en-guerre qui voudraient se soumettre aux diktats ou bien aux propositions de la France de venir faire la guerre au peuple nigérien. Ce serait contre-productif pour ces pouvoirs-là. Et nous croyons que ces chefs d'État en ont conscience. Parce que la révolution du peuple nigérien, nous avons longtemps prévenu que c'était en gestation. Et ceux-là n'y croyaient pas. Mais ils ne voyaient pas seulement le peuple nigérien. Le peuple ivoirien est patient. Et il est en train, lui aussi, de se préparer à cette révolution. Le peuple nigérien ne saurait supporter que son chef d'État, qui d'ailleurs lui-même est très critiqué, avec une élection très contestée, même si cette contestation est occultée par un ensemble de médias, ce chef d'État pourrait lui-même subir les revers d'une telle aventure. C'est l'impact. Ça pourrait dégénérer dans des révolutions en cascade dans ces États-là, au lieu de simplement devenir un conflit entre ces États et le Niger. Et les conséquences pour la France seraient désastreuses, parce que, pas seulement dans le Sahel, on pourrait observer la montée des manifestations anti-françaises, pas seulement anti-françaises, mais anti-occidentales, en suivant les pays qui se rangeraient du côté de la France. Parfait. Qui gagnerait alors là tout un ensemble de pays où le mouvement panafricaniste est actuellement dominant. Jonathan, je dois vous couper. J'ai une dernière question à poser à Gamel. Il a commencé à en parler tout à l'heure. C'est de l'abcès sécuritaire. Je parle évidemment du terrorisme. Souvent, on dit que le terrorisme n'a pas d'ancrage au Niger. Quel est votre avis, Gamel, et quel serait l'impact d'une intervention militaire étrangère sur l'abcès sécuritaire au Niger et au Sahel? Brièvement, Gamel. Très rapidement, je ne pense pas que Macron veuille intervenir au Niger, parce que depuis 6 ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas fait la guerre. Ça me rassure quelque part. Après, les mouvements djihadistes dits terroristes dans la région sont plutôt ancrés au nord Mali, au Burkina. Ils naviguent un peu partout et ils n'étaient pas tellement ancrés au Niger, bien que des actions ont été conduites là-bas. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, s'il y a une intervention militaire, ça risque de déstabiliser la région encore plus, comme ça a été le cas pour la Libye. Et je ne m'attends pas à des miracles. Je pense que ces mouvements souverainistes qui sont la conséquence du Mali, qui a montré la voie et qui contaminent tout le reste, ces mouvements souverainistes sont de plus en plus ancrés en Afrique. Les cœurs des peuples sont acquis. Et je pense que là, l'intérêt des Français, c'est de composer avec ces dirigeants plutôt que de donner des leçons de démocratie. Je pense que c'est là qu'est le risque. Je n'imagine pas Macron intervenir, mais c'est vrai que le risque, c'est que ce fameux G5 Sahel devienne entièrement souverainiste, ce qui serait un risque pour l'Occident, mais ce qui serait bénéfique pour les Africains. Très bien, merci Gamel. Un dernier mot brièvement, Jonathan, avant de clore cette émission. Oui, nous sommes confiants. La CEDEAO a tempesté, on l'a vu au Mali. C'est resté simplement, comme nous avons toujours dit, du bluff. Et cette fois-ci au Niger encore, on va se limiter à un bluff qui est un coup de semonce et un pétard mouillé qui sera attisé par la France. Et ce sera un échec de plus de la diplomatie française qui ne veut pas se remettre en question, mais bien plus de l'OTAN qui, au lieu de prendre l'opportunité d'une remise en question, veut plutôt utiliser l'intimidation pour donner l'impression que les peuples africains n'ont pas la capacité de définir eux-mêmes leur destin. Très bien, merci Jonathan. Et merci Gamel pour les éclairages que vous avez apportés tous les deux. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Madame, messieurs, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.